Si tu ne veux pas faire tes 20 ans de condamnation, qu'est-ce que tu ferais? Tu pourrais accepter de travailler pour une somme négligeable, par exemple $2 le jour ou $3. Si on t'a condamné 20 ans, au lieu de faire 20 ans, tu feras peut-être 15 ans ou 12 ans. Mais tu travailles chaque jour. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites ça et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci. Alors aujourd'hui, on va traiter un truc très intéressant. Un policier américain vient de porter plainte. Un policier dans le Kansas vient de porter plainte contre ses supérieurs, disant qu'on lui aurait demandé de faire plus d'arrestations de la communauté. Voilà, donc de se focaliser sur la communauté par rapport aux autres personnes. On lui a aussi dit que s'il veut vraiment gravir les échelons très rapidement, très vite, sans perdre du temps, puisque c'est un sergent, il faudrait aller dans les quartiers c'est là-bas qu'il y a des vrais problèmes. Donc le monsieur a trouvé ça complètement incohérent, évidemment. Heureusement qu'il y a des gens qui sont toujours... il y a des gens qui sont bien, hein, il y a des gens qui sont naturellement, comme on dit souvent, tout le monde ne peut pas être méchant dans une communauté, tout le monde ne peut pas être stupide non plus. Heureusement que cette personne assez souple est partie porter plainte contre son chef direct, disant c'est inacceptable comme tendance. Comment ça se fait qu'en tant que policier qui signe de son honneur, pourrait-il aller de manière discriminatoire choisir des gens précisément dans l'objectif de détruire? Donc, il allège que ses supérieurs lui ont demandé de cibler des citoyens de minorité aux États-Unis, évidemment, vous connaissez, et affirme que ses supérieurs l'ont constamment soumis à une rhétorique racialement incendiaire qui était dirigée contre les Afro-Américains et d'autres citoyens. Parmi les préoccupations soulevées dans la plainte, figuraient les directives du capitaine de KCPD, lui ordonnant ainsi qu'à d'autres officiers d'approcher chaque voiture avec l'état d'esprit d'être prêt à tout le monde. Incroyable. Donc, ouvertement, aujourd'hui, vous lui dites des choses et voilà, il va raconter, il va porter plainte pour dire que c'est incroyable, c'est inacceptable ce que me demande mon chef de faire. Dans sa plainte aussi, il faisait référence aux opinions prétendument exprimées par un capitaine de police selon lesquelles les agents devraient seulement répondre aux appels que dans les quartiers blancs, parce que ce sont eux qui payent réellement la police. En fait, c'est ça, c'est quand même facile d'appeler la démocratie, de crier aux démocraties. Il faut traiter les gens correctement, d'aller en Ouganda, au Ghana, au Zimbabwe, partout ailleurs pour réclamer une certaine liberté, le droit de certaines personnes. Parce que, voilà, c'est comme ça la démocratie. Mais en attendant, il y a des choses comme ça qui sont incroyables, qui persistent dans ces sociétés. C'est honteux. On dit en 2018, la Star a analysé les contraventions émises l'année précédente par le département de police de Kansas précisément et traitées par le tribunal municipal de Kansas. Ils ont découvert que sur les contraventions données aux habitants de Kansas, 60% étaient destinés aux Afro-Américains, qui ne représentent que 30% de la population. Donc 60% ce sont les Afro-Américains qui ne représentent que 30% et 37% des billets à la population que vous connaissez. Donc William, qui a porté plainte, évidemment, c'est un blanc pour les violations présumées de la loi de droits de l'homme de Missouri, y compris la discrimination raciale et d'âge. C'est inacceptable. Donc c'est ça les amis. Les États-Unis d'Amérique, c'est très beau, c'est très bien, c'est grand, tout est massif là-bas, hein, quand vous y allez pour la première fois. Très impressionnant comme endroit, mais malheureusement c'est une réalité qu'on ne peut pas éluder, on ne peut malheureusement pas faire semblant comme si ça n'existait pas. Quand on demande à la police précisément de cibler une certaine catégorie de personnes racialement, c'est paradoxal. Et ce sont des faits qu'on voit chaque jour, ce n'est pas par hasard. Aux États-Unis, rouler dans une voiture, surtout quand elle est géniale et que tu es comme ça, malheureusement ce n'est pas, voilà. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est quoi? Il faut comprendre que la prison, c'est un business. Envoyer les gens en prison est un business. Ce n'est pas comme ailleurs, d'accord? Les États-Unis regorgent 300 millions d'habitants, et ça fait à peu près 5% des humains sur Terre. Les États-Unis seuls regorgent 300 millions d'habitants, donc 5% d'humains sur Terre. Mais avec 5% d'humains sur Terre, ils ont 25% des prisonniers sur Terre. Le quart des prisonniers sur Terre sont dans les prisons aux États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? 5% d'humains, mais 25% des prisonniers sur Terre sont en Amérique, aux États-Unis. Et ils ne sont pas tous ce que vous pensez. Ils sont généralement... Ouais, c'est ça. La vérité est celle-ci. Aux États-Unis, un noir sur 3 passera une fois sa vie en prison. Un noir sur 3 passera une fois sa vie en prison. Contrairement à un noir sur 90, les autres passera une fois en prison. C'est quand même intéressant de voir, n'est-ce pas? Alors, comment on cible ouvertement cette population? Dans l'histoire, on dit que dans les années 60, on a créé un système pour faciliter la tâche à beaucoup de femmes aux États-Unis. L'objectif était pour toute femme qui n'a pas de mari à la maison et qui a des enfants de responsabilité, le gouvernement offrirait un frais, de l'argent à la fin de chaque mois. On donnerait de l'argent pour permettre à ce que vous subveniez à vos besoins. Qu'est-ce que cela incité, engendré? Une communauté des mamans avec des enfants sans papa.
Évidemment, vous gagnez de l'argent sur chaque tête, n'est-ce pas? Le welfare, c'est facile, vous ne travaillez plus, vous êtes à la maison. À la fin de chaque mois, on vous donne de l'argent. Si vous en avez 2, on vous donne de l'argent pour 2 têtes. Si vous en avez 5, c'est-à-dire enfants, vous en avez pour 5 enfants. Si vous en avez 10, avec des papas différents, vous en donnez encore des bonus. Donc, c'est beaucoup d'argent. Créer une communauté paresseuse où les papas sont complètement absents. Évidemment, on cherche n'importe quoi comme raison pour les bouter hors de foyer. Ainsi, en créant une communauté comme celle-là, qu'est-ce qui se passe ensuite? Généralement, comme on le dit dans les statistiques, on dit 87% de personnes qui sont en prison aux États-Unis parmi nos populations sont des enfants issus de familles sans papa. Maintenant, imaginez-vous, 87% de personnes en prison sont issues de familles à seulement maman et pas papa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure parentale masculine dans la maison. Les enfants deviennent n'importe quoi. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, un enfant à 17 ans, 16 ans, 15 ans, il devient très compliqué. Et même sa maman, de fois, ne peut pas assumer la responsabilité. C'est ça la réalité. Il faudrait que papa lui dise, hey, toi, viens là! Comme maman lui dit, viens, moi je suis fatigué, c'est ça. Donc bien instauré, bien structuré. Dans les années 60, on a commencé cette histoire. Et curieusement, dans les années 60 jusqu'en 2019, il y a eu une croissance de 1600% des prisonniers de cette communauté que vous connaissez. Des années 60 en 2019, 1600% des prisonniers issus des familles où il n'y avait pas de papa. Vous voyez un peu. Maintenant, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe encore? Les prisons ne sont pas nécessairement des prisons de l'État. D'accord? Dans les années 90, l'État dit, nous n'avons pas le temps de gérer les prisons. Désormais, les prisons seront accordées aux particuliers. C'est-à-dire, vous êtes un investisseur, peu importe, vous pouvez investir dans les prisons privées. Ok? Vous allez investir dans le privé. Évidemment, si vous mettez votre argent dans les prisons privées, vous ne voulez pas des prisons vides. Our business changed over the years. In 2003, the chairman and CEO, the founder of the company, George Zoley, had a directive at that time to expand the company into other service lines, diversify, if you will, and to own and operate more of the facilities. So that process started in about 2003. We were about 500 million in revenue. Today, we're about 2.5 billion in revenue. Some of that growth has been through acquisitions, about half of it through acquisitions, and about half of it through organic growth, new contracts, new facilities, etc. Pourquoi vous voulez les prisons pleines? Parce que aux États-Unis, pour vous donner très rapidement, on va pas entrer dans les détails. Pour ceux qui connaissent l'histoire ou qui connaissent pas, allez regarder la vidéo qu'on a déjà fait sur les prisons. C'est-à-dire aux États-Unis généralement, on a besoin de main d'œuvre pour faire du travail. Ok, travail chez Pepsi Cola, chez Walmart et tout le bazar. On a besoin de production. Et pour cette production, pour payer un Américain, ça coûte beaucoup trop d'argent. Soit on paye un Américain l'argent qu'il faut, ou il faut payer un Chinois en Chine moins cher. Maintenant qu'il y a des tumultudes, ou même avant cela, qu'est-ce qu'on pouvait encore faire alternativement? Alternativement, on demanderait de l'aide des prisonniers. C'est-à-dire il y a des prisonniers qui sont en prison, qui ont peut-être 20 ans de condamnation. Si tu ne veux pas faire tes 20 ans de condamnation, qu'est-ce que tu ferais? Tu pourrais accepter de travailler pour une somme négligeable, par exemple $2 le jour ou $3. Si on t'a condamné 20 ans, au lieu de faire 20 ans, tu feras peut-être 15 ans ou 12 ans. Mais tu travailles chaque jour pour $2 le jour, pour Walmart, pour Pepsi Cola, pour des grandes entreprises de production de nourriture, peu importe, de beaucoup de choses. Donc c'est le capitalisme à un niveau frénétique, incroyable, inhumain. Vous pensez maintenant les propriétaires des prisons, c'est-à-dire des prisons privées, veulent que les prisons soient vides. Non, on ne veut pas. Le gouvernement même investit $3 milliards dans les prisons privées. C'est le gouvernement qui a investi de l'argent. On veut que les prisons soient privées. Non, on veut pas que les prisons soient vides. Maintenant, les deux plus grandes prisons privées aux États-Unis, c'est la CCA et la JO, machin histoire. D'ailleurs, très rapidement, pendant leur lobbying, en fait, à un moment donné, on a décriminalisé certaines histoires. C'est-à-dire, on dit que tel ou tel péché n'est plus un crime. Donc, si vous fumez, par exemple, le truc là que vous connaissez, ce n'est plus un crime, vous n'allez plus en prison. Ils ont dit ceci. La décriminalisation de certains éléments est en train de tuer le business. Oui, ils l'ont dit. Et ils ont donné 45 millions de dollars en lobbying. Ça, ce sont ces deux entreprises seulement. 45 millions de dollars. Et le lobbying, pour ceux qui ne comprennent pas, on ne fera pas tout un cours ici, c'est simplement une façon de donner de l'argent aux politiciens ou influencer certaines personnes d'une certaine façon financière pour leur demander de voter des lois qui vont en accord avec ce que vous désirez faire. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, demander à tout le monde qu'il y ait une obligation que chaque personne ait une carte d'identité digitale, et moi je suis producteur de cartes d'identité digitale, j'irai chez des politiciens, donnerai de l'argent et ils leur encouragerai de renforcer cette loi, d'encourager cette loi. Dès que la loi est signée, ils me renvoient dans les ascenseurs. C'est-à-dire, dès que la loi est signée, c'est moi qu'on engage pour emmener le marché d'identité digitale. Vous comprenez? C'est ça le sens du lobbying. Le lobbying, c'est simplement une corruption embellie et parfumée. C'est la corruption. Donc, en bref, un monsieur porte plainte par rapport aux demandes qui lui ont été faites, d'arrêter principalement les gens comme vous et moi. Je sais qu'il y a des autres aussi, mais bref, parce que d'après eux et d'après ce département, c'est chez eux qu'il faut le faire. C'est là-bas qu'il y a des crimes, c'est une discrimination incroyable, inacceptable. Et aussi pour cela, on comprend tout à fait que rien ne va arriver par rapport à cette plainte, parce qu'on connaît, on sait comment le système fonctionne. C'est un système bien institué depuis très longtemps. C'était d'abord l'esclavage, la colonisation, ensuite ça, c'est manipuler, manigancer, bouger, tiquer, changer de manière ici et là, pour pas que vous le compreniez. La prison est un business.
aux États-Unis. Contrairement à la Suède qui libère les prisonniers. C'est des gens qui se battent chaque année à travers des systèmes pour essayer de libérer les prisonniers. C'est-à-dire donner à chaque prisonnier une capacité de réhabilitation, de rentrer en société, de se réintégrer. Aux États-Unis, ce n'est pas ça. Quand tu es prisonnier, dès que tu sors de la prison, c'est presque impossible d'avoir un boulot. Et quand c'est presque impossible d'avoir un boulot, tu fais quoi? Tu rentres dans le... Donc, on se sert des prisonniers pour faire de l'argent, pour le capitalisme, pour bâtir, pour construire, pour travailler, pour fabriquer, parce que c'est moins cher par rapport à payer un Américain normal, encore moins cher par rapport à payer un Chinois. Le combat est dur, mais il faut de la connaissance pour comprendre. Bless.